Bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, projet de suppression de certaines villes au Sénégal. Rufisque, ville historique, ne sera jamais privé de son statut. Des voix célèbres pour opposer un niet catégorique et mettre en garde. Tous les moyens seront déployés pour maintenir le statut de ville de Rufisque. À Ziguinchor, le personnel du centre hospitalier régional s'oppose à l'acquisition d'une nouvelle centrale d'oxygène à 203 millions. La situation de l'établissement ne permet pas un aussi gros investissement selon les travailleurs confrontés à des retards dans la perception de leur salaire et des indemnités de départ à la retraite. Perte d'emploi, expulsion, discrimination, entre autres des problèmes auxquels font face des milliers de migrants, des difficultés accentuées par la pandémie de la Covid-19 à l'occasion de la Journée internationale des migrants ce 18 décembre. Des réflexions sont menées en vue de dégager des pistes de solutions. À Buenos-Aires, une affaire de paternité compromet le projet de crémation de Maradona. Le corps de la légende du football doit être conservé en attendant la réponse à une action de justice intentée par une femme qui affirme que Maradona pourrait être son père. Le journal de l'économie va compléter cette édition mise en onde par Aline Badara Sosé. Marie-Rosalie Ndiaye. Suppression des villes de Dakar, Rufisque, Thiès et Guédiawaye, des fois continuent à s'élever. À Rufisque, un groupe d'employés municipaux a fait face à la presse ce vendredi pour dire niet au projet et s'opposer à cette idée du ministre des collectivités territoriales. Ils ne vont jamais accepter que Rufisque, ville historique, soit supprimée de son statut. Adama Sen, agent municipal à la ville de Rufisque, porte leur parole au micro de Denisia Sambou. Suite à la déclaration de M. le ministre Omar Gueye, nous en tant que fils de Rufisque, nous en tant qu'agents municipaux, on s'est organisé pour contrecarrer cela. Jamais au plus grand jamais nous n'accepterons que Rufisque soit supprimé dans le pays. Parce que pour plusieurs raisons. Rufisque d'abord est une ville historique. Rufisque, les fils de Rufisque se sont battus pour l'indépendance du Sénégal. Donc ne serait-ce que ça, on devrait renforcer Rufisque pour pouvoir développer non seulement la ressource humaine qui est à Rufisque, mais également faire des infrastructures dignes de son nom. Mais malheureusement, tout n'a pas été fait. Rufisque n'a pas été accompagné. Rufisque est laissé en rade. Et maintenant, on nous parle pire la suppression de notre ville. Jamais au plus grand, jamais les Rufisquois ne l'accepteront. Le fait que l'idée soit de Omar Gueye, qu'est-ce que ça fait en tant que président département? Parce que lui, d'abord, il s'est basé sur l'article 1er en disant que les collectivités territoriales, c'est le département et les communes. Mais il a oublié que également l'article 167 simule que plusieurs communes peuvent se regrouper si ils ont une homogénéité territoriale pour créer une ville. Et dans ce cas, la ville de Rufisque a été créée. Si on maintient cette décision, que voulez-vous faire? Nous allons nous opposer jusqu'à notre dernière âme. C'est-à-dire, c'est hors de question qu'on l'accepte. On ne l'acceptera jamais. S'ils maintiennent leur position, dans les jours à venir, vous allez voir une autre visage de Rufisque. Ça, je vous le dis. Incendie à l'école élémentaire de Kanda Amadidiako 2 dans la circonscription académique de Kaolack département. Le feu s'est déclaré dans les abris provisoires ce matin. Pour l'heure, on ignore les causes du sinistre. Signalons que de nouvelles salles de classe et un bureau ont déjà été construits pour remplacer ces abris provisoires. Houle dangereuse à partir de ce vendredi 23h sur la grande côte et de Est de Dakar. La météo annonce une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser 2,5 mètres jusqu'au dimanche 23h. Un mouvement d'humeur au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le personnel était en sit-in ce matin pour dire leur opposition à la construction de la nouvelle centrale d'oxygène estimée à 203 millions de francs CFA. Une décision inopportune alors que l'hôpital traverse des difficultés financières. Siméon Faye est le chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital avec Ben Michel Kanfoudi. On a vu le chantier de la construction de la seconde centrale d'oxygène du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le personnel s'y oppose. Pourquoi? Parce que le projet n'a jamais été vendu au personnel. Il faudrait qu'on rappelle aux gens que le projet a été rejeté par les deux membres de la structure au conseil d'administration, à savoir le président de la commission médicale d'entreprise et le représentant du personnel. Donc le projet dans la procédure d'acquisition a été rejeté à 2 reprises par la DSMP, mais finalement ils ont attendu que la loi d'allègement des marchés pour le Covid soit mise en place pour faire passer le marché. Et le financement, quand on a demandé qui devrait supporter le financement de ce projet, on nous a dit que c'est le bailleur qui devrait construire entièrement. Nous,
chaque année, l'hôpital sera obligé de payer 50 millions. Et ceci nous amène à rappeler la difficulté financière qui a poussé l'intersyndicale du centre hospitalier régional de Ziguinchor à observer un mouvement d'humeur pour retard de paiement de salaire et des autres indemnités et consorts. Donc si à cela, on doit nous ajouter 50 millions à payer par an, quand on sait que aussi, par rapport au personnel du centre hospitalier régional de Ziguinchor, les gens qui partent à la retraite n'ont même pas encore leurs indemnités de départ à la retraite et d'autres n'ont même pas encore leur pension de retraite. Vouloir épouser un projet à coût de 200 millions, la situation financière de l'hôpital ne nous permet pas de supporter un aussi gros investissement. Nous, on n'est pas contre une nouvelle centrale d'oxygène. Si on nous l'offre gracieusement, mais si l'hôpital régional doit supporter le coût, c'est là où le personnel de l'hôpital dit que non, parce que l'hôpital est financièrement déjà à genoux. C'était donc Siméon Faye, chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor. Le personnel qui était en sit-in ce matin dit non à la construction de la nouvelle centrale d'oxygène estimée à 203 millions. Une décision inopportune alors que l'hôpital traverse des difficultés financières. Parlons de la commercialisation arachidière. Les opérations se poursuivent. La graine est collectée, triturée ou exportée, mais le capital semencier est bien préservé. Il n'y a aucune menace. Selon le CNCR, le chargé de communication du CNCR, Sidiba, rappelle les besoins estimés à 150 000 tonnes, dont 100 000 détenus par les paysans. Il répond à Rapsa Elimanouane. Ça a toujours été le cas. Si le capital semencier est estimé à 150 000, sachez que si l'État donne le 75 000, les 100 000 autres sont gardés par les paysans. Donc s'il est de 175 000, donc les paysans ont toujours gardé leurs semences. Et au moment où je vous parle, certains paysans sont en train même de décortiquer les semences pour les traiter et garder. Donc là, c'est des choses qu'on fait croire à l'État, que le capital semencier est menacé, mais il est loin d'être menacé. Aujourd'hui, les gens sont atteints ce niveau de production. Il y a certes les efforts de l'État, mais les efforts des producteurs pour garder par devers le semences est important. Il est beaucoup plus important que celui de l'État. Les semences communautaires ont toujours été gardées par les producteurs que nous sommes. Maintenant, les gens veulent faire croire à l'État que le capital semencier est menacé, il risque d'être exporté. Non, on n'est pas fou. On ne peut pas vendre nos arachides à 280 francs le kilo et ne pas prévoir l'année prochaine ce qu'on doit semer. La semence est le premier intrant que les paysans ont à sa possession. Et la semence arachide est à 85% paysanne. Elle est gardée et conservée par les paysans. Certains grands chercheurs peuvent le témoigner. Donc je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Et ça, c'est des pressions que les gens font, que ces grands lobbies semenciers font pour faire croire à l'État que le capital semencier est en train de s'éroder, est en train de partir. Non, loin de là. Il est maintenu sur place, il est dans nos cases et on le garde. Quand est-ce que les producteurs seront indépendants, avoir leur propre semence, sans attendre le soutien de l'État? C'est à cela que le groupe Asprodep et le CNCR conseillent. Je vous ai dit que ma semence, je la garde. Aujourd'hui, nous voulons que les producteurs soient autonomes, conservent eux-mêmes par devers leurs semences. Et la subvention que l'État fait en direction de ces semences-là, l'oriente ailleurs, l'oriente sur le soutien à la commercialisation, l'oriente sur les engrais, l'oriente sur la fertilité des sols, l'oriente sur la maîtrise de l'eau. Là, c'est encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Aujourd'hui, si on parvient à aménager les bas-fonds avec une bonne maîtrise de l'eau, si on parvient à soutenir fortement le matériel agricole, le petit matériel agricole dont les paysans ont besoin, là, c'est une très bonne chose. Et là, les semences, les gens se parlent là, mais si l'État pouvait réorienter un peu les choses vers cet axe-là, c'est aussi important. Sud FM, l'info, c'est ici. Covid-19 au Sénégal, la pandémie progresse avec plus de 100 cas quotidiens ces derniers jours. La situation préoccupe la COSYDEP qui a évalué hier la situation à l'école. Un mois après la reprise, elle recommande le respect strict du protocole sanitaire. Justement, constat dans un établissement scolaire. Odile Menkilan passe en revue le dispositif du CM Mansour Sy de la Médina. Reportage. Devant le portail du CM Mansour Sy Malik de la Médina, on trouve le dispositif de lavage de mains bien installé. De l'eau, du savon et du gel antiseptique. Passage obligatoire pour tout visiteur, expliquent les élèves. On a même fabriqué de nouveaux robinets pour tout ça. Et à l'entrée, on a fait tous les dispositifs nécessaires pour qu'on se lave les mains, pour qu'on prenne bien soin de nous. Ici, on se lave les mains. Qui force à tout le monde de se laver les mains. Les autres disent, je ne vais pas me laver les mains parce que quand je lave les mains, le produit va s'enlever. Leur main va être blanche. Ne veut pas te laver les mains. C'est pour ça que le gardien nous force toujours à nous laver les mains. Pour faire court, il faut obligatoirement le port du masque. On porte nos masques, on s'assoit à deux, mais très distants. Quand on ne porte pas les masques, on ne fera pas court. Et ça, c'est normal. Pourtant, dans la cour de l'école, il y a ceux qui se permettent d'enlever le masque.
Le dispositif sanitaire est bien respecté au CM Mansour Sy Malick de la Médina et le principal y veille, selon les élèves. Encore 2 décès et 108 nouveaux cas de Covid-19. 2 sont des cas importés, 59 sont issus de la transmission communautaire, 27 cas graves sont pris en charge. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass est répertorié 59 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous en avons 4 à Dakar Plateau, Mariste, Matam, Richard Toll et Saint-Louis. 3 à Fatick, Kaolack, Keur Massar, Ngor et Parcelles Assainies. 2 à Liberté 6, Mbao, Podor et Touba. 1 aux Almadies, Cité Djily Mbaye, Cité Keur Gorgui, Derklé, Grand Dakar, Grand Médine, Grand Yoff, Guédiawaye, HLM, Louga, Nord Foire, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam et Ziguinchor. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 17 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 559 cas ont été déclarés positifs, dont 16 449 guéris, 357 décédés et donc 752 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dénonce l'autoglorification du gouvernement dans la gestion du Covid-19 et appelle les Sénégalais à la vigilance, qu'ils ne soient pas surpris d'un nouveau couvre-feu. On l'écoute avec Babacar Ndao. Écoutez, je ne pense pas... je crois qu'on va en profiter encore pour sans doute détourner l'attention des Sénégalais sur autre chose. On va en profiter pour limiter de nouveau les libertés, notamment celle de manifester, de protester, ça c'est sûr. C'est leur habitude, ils vont la maintenir, mais c'est tout de même une réalité dont il faut tirer des leçons. Et la première leçon que j'en tire, c'est qu'il faut éviter de se taper sur la poitrine en disant nous sommes les meilleurs. On l'a sans doute fait trop tôt. De nouveau, notre système sanitaire, notre système de santé affiche ses faiblesses. On n'a qu'à plutôt s'orienter vers la correction de toutes ces défaillances qui sont mises en œuvre. Et évidemment, là par contre, je suis en phase avec les autorités. Appeler aux mesures barrières. Que tout le monde ait son masque, que tout le monde essaie le plus souvent possible de se laver les mains, que les gestes barrières soient adoptés par tous. Et c'est à cette condition seulement que nous pourrons limiter la propagation du virus. À nouveau un couvre-feu ? Je pense que c'est possible et je pense que si le front social se réveille, c'est certain. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye était cet après-midi à la grande mosquée de Moussante pour condoléances à l'imam Ratib suite au décès de son frère. Perte d'emploi, expulsion, discrimination, entre autres, des problèmes auxquels font face des milliers de migrants, des problèmes accentués par la pandémie de la Covid-19. Ce 18 décembre, journée internationale des migrants, les acteurs réfléchissent sur des solutions à proposer aux gouvernants pour les protéger et ainsi faire respecter leurs droits. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, joint par Mame Diarra Da Silva. Du point de vue social et économique, effectivement, les foyers d'immigration sont très touchés par le risque de récession économique du Covid-19. Nous avions même eu à alerter sur ces problématiques liées à la gestion de ces flux migratoires dans l'ère Covid-19. Je dirais même dans l'ère post-coronavirus. L'échec des politiques d'intégration structurelle s'est renforcé avec le coronavirus dans beaucoup de pays d'accueil. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les difficultés sont notées dans les pays d'accueil en ce qui concerne l'intégration structurelle des migrants. Dans beaucoup de pays, c'est la théorie de remplacement. La migration, malheureusement, cesse d'être un complément,
une dilatation de l'économie et de la société. Donc vous êtes de ceux qui pensent que cette pandémie ne doit pas servir de prétexte pour revenir sur les engagements pris en vue de promouvoir et de protéger les droits des migrants. Oui, vous savez, aujourd'hui, par faute d'offres politiques, on a essayé de construire la migration comme étant le contraire de l'identité dans les pays européens. On parle de subversion, on parle d'évasion, alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, malheureusement, la migration est devenue une marchandise électorale pour gagner des élections. Ces dirigeants qui ont échoué dans leur idéologie sur l'islam et la migration, mis au banc des accusés par une laïcité politique. Si aujourd'hui on ne relance pas le débat sur une meilleure gestion de ces flux-là, dans ce contexte mondial de mobilité cross-population, en ce contexte mondial de globalisation, il y a des risques forts de géopolitique liés aux migrations internationales. Sénégalais et leurs familles impactées par la pandémie bénéficient de la force Covid-19. Plus de 12 milliards leur ont été octroyés et plus de 126 000 familles ont été assistées selon Amadou François Gaye. Il est le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, joint par Mame Diarra Da Silva. Pour cette édition que nous avons eu à préparer depuis quelques mois et a été malheureusement marqué par le contexte Covid-19. Et avec les mesures prises par les autorités pour éviter sa propagation, nous avons décidé de la célébrer dans la sobriété la plus totale. Par rapport à votre question, je voudrais vous dire que comme tous les Sénégalais, les migrants et les familles des migrants restés au Sénégal sont fortement impactés par les effets de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, c'est toute la pertinence de la force Covid-19 diaspora d'un montant de 12 milliards 500 qui a permis de soutenir et d'accompagner nos compatriotes dans ces moments difficiles. Cette aide précieuse que nous avons d'ailleurs aidée à travers tous les pays africains, européens, en Afrique, partout dans le monde, le Sénégal a eu à aider ses compatriotes. Je peux vous donner quelques chiffres par exemple. Donc cette aide a permis d'assister 126 724 compatriotes à l'étranger et dont 99 466 résidents en Afrique. Sud International. Au Burkina, le Conseil constitutionnel a proclamé aujourd'hui les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. L'institution a validé l'élection du candidat du MPP, le parti au pouvoir. La proclamation des résultats s'est déroulée en présence de candidats malheureux. On fait le point avec Mathieu Somda. Les résultats de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier au Burkina passent comme une lettre à la poste au niveau du Conseil constitutionnel. L'institution n'a pas enregistré de recours relatif à la régularité des opérations électorales émanant des candidats. Le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, argumente et valide les résultats en audience solennelle. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, que le candidat Kaboré Roch Christian Marc a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigés par l'article 39 de la Constitution. Décide, le candidat Kaboré Roch Christian Marc est élu au premier tour président du Faso. Par manque de procès-verbaux, de feuilles de dépouillement et de résultats ou encore l'affectation de procès-verbaux ne correspondant pas au bureau de vote, les résultats de 200 bureaux de vote ont été annulés. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. À l'audience solennelle de proclamation des résultats, il y avait Maître Gilbert Noël Ouetrago de l'ADFF RDA, arrivé 7e. Il joue la carte du bon perdu. On l'écoute au micro de Mathieu Somda. Je voudrais d'abord dire que c'est un moment important pour la construction de la démocratie dans notre pays, le Burkina Faso. Nous nous sommes tous rendus aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel pour avoir les résultats. Ces résultats ont été proclamés. Il y a un vainqueur. Il y a eu 13 compétiteurs et forcément il faut qu'il y ait un vainqueur. Le président Roch Christian Kaboré a été réélu président. Nous le félicitons. Nous prenons acte de cette décision et nous saluons également les forces de défense et de sécurité qui ont sécurisé ce processus, les citoyens burkinabés qui sont allés à ces élections et nous félicitons également tous les
les 12 autres candidats qui n'ont pas démérité. Vous avez tous suivi ces élections, vous avez suivi le contexte dans lequel tout cela s'est déroulé. Le Conseil constitutionnel lui-même a relevé un certain nombre d'irrégularités, d'omissions, de rectifications, d'annulations de bureaux de vote. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le peuple a tranché et que cette page est derrière nous. Il s'agirait ensemble maintenant de regarder vers l'avenir et de construire un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Le corps de la Légion du football Diego Maradona doit être conservé en attendant que soit tranchée une affaire de paternité, a décidé un tribunal argentin mettant fin au projet de crémation. Maradona est mort d'une crise cardiaque en novembre dernier à l'âge de 60 ans en réponse à une action en justice intentée par une femme qui affirme que Maradona pourrait être son père. Le tribunal a déclaré qu'un échantillon d'ADN du footballeur devait être soumis. Il avait 2 filles issues d'un mariage. Après son divorce, il a reconnu la paternité de 6 autres enfants. En sport, reprise des compétitions sportives, les promoteurs de lutte contre les huis clos. Selon le président de l'association des promoteurs de lutte, les combats de lutte ne peuvent pas se tenir à huis clos car les promoteurs dépensent beaucoup d'argent. Cependant, ils restent ouverts. Voici Pape Abdou Fall, président de l'association, avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous ne sommes pas d'accord et la lutte ne peut pas être organisée à huis clos. Ça, c'est pas possible du tout. Donc, nous avons appris la décision de l'État. C'est l'État. Nous respectons cette décision. Mais pour être honnête, aucun promoteur n'est disposé vraiment à organiser ces combats de lutte à huis clos. C'est pas possible. On a dépensé plusieurs millions. Donc, apparemment, la lutte n'est pas une préoccupation de l'État. Voilà. Parce que j'ai vu que d'autres disciplines ont posé leurs problèmes. Aujourd'hui, on peut dire que ces disciplines sont satisfaites. Mais nous, à notre niveau, côté de l'arène, vraiment, nous ne sommes pas du tout satisfaits par rapport à cette décision. Bon, une contre-proposition. Pour qu'il y ait contre-proposition, il faut qu'il y ait des rencontres. Il faut quand même que les avis soient partagés. Et pour que ces avis soient partagés, il faut vraiment qu'il y ait des rencontres. Nous, on attendait vraiment qu'on soit invité à une rencontre afin que les différentes parties puissent échanger des idées, des avis et donner des suggestions, voire même faire des propositions. Mais du moment qu'une décision a été prise par l'État du Sénégal, nous n'avons pas été conviés à cette décision. Mais écoutez, nous sommes là. Tout ce que je peux vous dire, nous avons appris cette décision. Nous prenons acte et les différents démembrements de la lutte ou bien de l'arène sénégalaise vont se rencontrer pour donner une suite par rapport à cette décision. À l'instant, Pape Abdou Fall, président de l'association des promoteurs de lutte qui s'oppose au huis clos. Selon l'association, les combats de lutte ne peuvent pas se tenir à huis clos car les promoteurs dépensent beaucoup d'argent. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Dans le cadre du programme d'appui à l'insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail, un atelier de focus group a réuni 82 jeunes diplômés de Diourbel. L'objectif est de mobiliser 150 jeunes diplômés de la région pour les placer dans le secteur privé régional. Le directeur de l'agence régionale de Diourbel, Samba Laobé Mbaye, s'en explique au micro de Adama Ndiaye. C'est un important programme qui intervient au niveau de 6 régions, à savoir Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis. L'objectif, c'est de mobiliser 1200 jeunes et les placer dans le secteur privé, comme des stagiaires, avec des allocations de stage. Ici, au niveau de la région de Diourbel, on avait un quota de 150 jeunes. Et on a fait un important travail, d'abord de cartographie du secteur privé, pour avoir un peu un tableau de bord du secteur privé régional. Dans un deuxième temps, on a fait ce qu'on appelle l'analyse des besoins de ces entreprises. On a fait le tour de toutes ces entreprises au niveau de Diourbel pour savoir le besoin en personnel de ces entreprises. Et une fois ce travail fait, on a des indicateurs sur chaque profil. Le nombre de comptables que les entreprises ont besoin, le nombre d'ingénieurs génie civil, de commerciaux. Et sur la base de ça, on a fait un appel à candidature pour dire que l'AED de Diourbel a besoin de ces compétences. Et le jour où on a fait la clôture, c'était le vendredi 23 octobre 2020 à 17h. Sur la base de données en ligne, on a reçu 1167 jeunes diplômés qui étaient disposés à trouver un stage. On a un groupe au niveau du centre pour partager avec eux les modalités du contrat
les modalités de paiement des allocations de stage, la conduite à tenir au niveau de ces entreprises et aussi leur encadrer pour que ces jeunes puissent avoir en tout cas un bon stage d'une durée d'1 an au niveau de ces entreprises. Parce qu'une chose c'est de trouver des stages, mais l'autre chose c'est de pouvoir encadrer ces jeunes diplômés après les stages à trouver un emploi décent. C'est une autre façon aussi peut-être de lutter contre l'immigration clandestine. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM L'Info, c'est ici. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Projet de suppression de certaines villes au Sénégal. Rufisque, ville historique, ne sera jamais privé de son statut. Des voix s'élèvent pour opposer un niet catégorique et mettre en garde. Tous les moyens seront déployés pour maintenir le statut de ville de Rufisque. À Ziguinchor, le personnel du centre hospitalier régional s'oppose à l'acquisition d'une nouvelle centrale d'oxygène à 203 millions de francs CFA. La situation de l'établissement ne permet pas un aussi gros investissement selon les travailleurs confrontés à des retards dans la perception de leur salaire et des indemnités de départ à la retraite. À perte d'emploi, expulsion, discrimination, entre autres, des problèmes auxquels font face des milliers de migrants, des difficultés accentuées par la pandémie de la Covid-19 à l'occasion de la journée internationale des migrants ce 18 décembre. Des réflexions sont menées en vue de dégager des pistes de solutions. À Buenos-Aires, une affaire de paternité compromet les projets de crémation de Maradona. Le corps de la légende du football doit être conservé en attendant la réponse d'une action en justice intentée par une femme qui affirme que Maradona pourrait être son père. À la page des sports et le journal de l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture avec Amadou Moustapha Diagne.